Commencer. Voilà, donc l'enregistrement commence. Donc bienvenue, à toutes et à tous. Merci, de participer à ce webinaire, de restitution sur notre projet de comptabilité socio-environnementale, que nous avons mené, pendant 2 ans. Donc je me présente, je m'appelle, Yina Bell, je suis chef de projet, au sein de la FNQMA et coordinatrice du projet, que nous allons vous présenter aujourd'hui, et je suis, accompagnée de partenaires techniques et scientifiques qui vont également prendre la parole au cours de cette, restitution. Et vous allez aussi avoir des témoignages, d'un agriculteur et d'un acteur du territoire qui vont pouvoir agrémenter, cette présentation. Donc si on est, ensemble aujourd'hui, c'est pour vous parler donc de nos 2 ans d'expérimentation autour de la comptabilité socio-environnementale que nous avons réalisée, en Ille-et-Vilaine, auprès de 10 agriculteurs, et l'idée, c'était vraiment de voir cet, outil de comptabilité socio-environnementale comme un outil de dialogue. Cette, expérimentation a été portée par la FNQMA et différents partenaires, dont vous voyez, l'ensemble des logos, sur cette slide. Hem et cette, expérimentation se base sur la méthodologie, heu, d'application de CARE, de Ferme d'avenir, qui va vous être présentée par la suite, et d'un outil d'intégration comptable CARE de la chaire, de comptabilité écologique. Et je souligne également que ce projet, a été financé par, Daniel, et Nina Carasso et la Fondation de France qui nous a soutenus, dès le projet, et on les remercie. Alors, cette, matinée va être décomposée en 3 grandes parties. La première, on va vous présenter les résultats des 2 années d'expérimentation et alors désolée parce qu'en fait, il faut que j'accepte les gens en même temps. Oh, heu Pardon, présenter les résultats du projet et les grands enseignements clés. Ensuite, on va avoir un témoignage de Gaëtan Dubreuil, qui est un agriculteur et expérimentateur de la comptabilité, socio-environnementale. Hem Et enfin, un témoignage, d'Henri Pierre, qui est un acteur qui travaille au niveau de la commune de Coignon. Et enfin, on fera une petite conclusion, de cette matinée. Alors, hem je commence par vous préciser que donc l'idée, de ce projet est née de Michel Lemonnier, qui est présent, dans ce webinaire, qui est un ancien, éleveur, laitier en CUMA et ancien attendez, est-ce que tu peux accepter toi les gens? Non, OK, pardon. Je suis obligée de faire les 2 choses en même temps. Donc Michel Lemonnier, qui est un ancien président aussi de l'AGC Ouest, association de gestion de comptabilité, qui a découvert, cette comptabilité socio-environnementale et qui a trouvé, très intéressant de le mettre en application dans le monde agricole. Et comme il était aussi élu de la FNQMA, on a construit avec lui, et l'ensemble des partenaires, ici présents, ce projet pour, travailler autour de la comptabilité socio-environnementale comme outil de dialogue avec les acteurs du territoire. Et en fait, on se rend compte que dans un contexte, de dérèglement climatique, il y a vraiment une forte pression qui est mise, sur, les agriculteurs, à qui on demande toujours de produire mieux, de produire plus, tout un tas de contraintes, auxquelles ils sont, assujettis. Et du coup, l'idée, c'était de se dire comment si en fait, à chaque fois que je parle, il faut que j'accepte les gens. Comment faire en sorte que les agriculteurs et agricultrices, doivent, répondre à une demande des pouvoirs publics, des consommateurs, et le fait qu'ils soient toujours soutenus et accompagnés à la fois aussi par les acteurs du territoire pour, mener une activité toujours plus durable et préserver, l'ensemble des ressources. Donc c'est dans ce contexte, que nous avons souhaité tester cette, comptabilité socio-environnementale comme outil de dialogue. Donc comment on a choisi de réaliser cette comptabilité, socio-environnementale? Eh bien, en
à travers le couplage de 2 approches, CARE et IDEA4, 2 outils qui vont vous être présentés par mes collègues par la suite, au travers de nouveaux types d'exploitation, 10 agriculteurs répartis dans 2 réseaux différents, fermes, enfin, 5 agriculteurs en bio qui appartiennent au réseau Adage 35 et AgroBio, et 5 agriculteurs en conventionnel qui appartiennent au réseau CUMA. Donc pendant 2 ans, cette comptabilité a permis de prendre en compte la valeur environnementale et humaine et financière, et d'intégrer l'ensemble de ces éléments dans une comptabilité, dans un bilan comptable, pardon, qui est un langage universel et qui parle à tout le monde. Donc, au-delà de l'aspect financier à l'échelle d'une ferme, l'idée, c'était que cette comptabilité socio-environnementale permet vraiment de prendre en compte la valeur réelle de l'exploitation, en identifiant des actions de préservation et leurs coûts associés. Donc, c'est l'objectif numéro 1, qui a été donc de réaliser cette comptabilité socio-environnementale auprès de 10 agriculteurs pour identifier des actions de préservation et identifier les coûts associés. Et à partir de l'identification de ces actions de préservation, l'idée, c'était de mener un dialogue avec les acteurs du territoire pour que les agriculteurs puissent exprimer les freins qu'ils rencontrent à la mise en place de ces actions de préservation, et comment les acteurs du territoire peuvent accompagner les agriculteurs et agricultrices dans la réalisation de ces actions qu'on a identifiées pour eux. Donc, en termes de méthodologie, pendant 2 ans, on a réalisé 4 grandes actions. La première action a été de construire la méthodologie avec les acteurs du territoire. Donc, il a fallu identifier les parties prenantes, les sensibiliser, leur expliquer quels sont les objectifs de CARE et de IDEA4. Et ça nous a pris plus de temps que prévu. Et ensuite, une fois la méthodologie en place, on a pu réaliser et vulgariser les résultats au travers de fiches pédagogiques que je vais vous présenter dans notre slide suivante. Il y a eu beaucoup de travail aussi qui a été mené autour de la concertation avec les territoires, tant pour leur présenter la méthodologie, mais aussi pour recueillir les freins. On a eu par exemple, en juin 2024, on a travaillé avec les agriculteurs pour essayer de comprendre pourquoi les actions de préservation que nous avions identifiées pour eux, eh bien, ils n'ont pas réussi à les mettre en place, et comment on pourrait les accompagner pour pouvoir mettre en place toutes ces actions. Et enfin, il y a eu un volet de diffusion des résultats au travers de différents colloques et ateliers scientifiques, pour pouvoir essaimer les travaux que nous avons menés pendant ces 2 années. Donc là, je vous présente l'outil de fiche pédagogique, qui est un bilan personnalisé pour chaque agriculteur, et qui reprend vraiment la méthodologie personnalisée à l'exploitation, les grands actions de préservation qu'on a identifiées pour chacun des différents capitaux, et tout un tas d'éléments comptables pour que l'agriculteur puisse voir ce qu'on lui propose. Et donc, juste pour mentionner que c'est un modèle de visualisation pédagogique qui est aussi issu des travaux menés par Ferme d'Avenir. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues pour vous expliquer quelle a été l'approche que nous avons utilisée pour réaliser cette comptabilité socio-environnementale. Ok, merci Ina. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Louis Dumaux, je travaille au sein de la chaire comptabilité écologique, et je vais vous présenter de manière succincte un petit peu le modèle CARE. Donc CARE, c'est pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. Donc l'objectif, en fait, c'est d'essayer et d'intégrer la nature et les êtres humains dans les états comptables de l'organisation, afin qu'elle puisse le préserver. Donc en fait, pour schématiser ça simplement, quand une banque vous prête de l'argent, que vous soyez un exploitant agricole ou dans d'autres sociétés, peu importe société qui a besoin de produire, quand une banque vous prête de l'argent, ceci apparaît au passif des organisations, c'est-à-dire ce que l'entreprise doit auprès d'un tiers. C'est ça la définition du passif.
L'objectif, c'est que l'organisation, l'entreprise, à la fin d'un cycle de production, elle doit être en capacité de rembourser ce capital. C'est l'objectif des sociétés. Le principe de CARE, c'est de considérer les éléments, les entités naturelles et les êtres humains qui travaillent dans le processus de production comme des entités qui prêtent une partie du capital à l'organisation, que l'organisation va mobiliser, va utiliser, va donc dégrader dans son processus productif. L'objectif, c'est qu'à terme, l'organisation, elle puisse être en moyen de rembourser finalement aux entités naturelles et aux êtres humains qui travaillent avec elle une fraction du capital qu'elle a dégradé pendant son cycle d'activité. Donc l'objectif, c'est d'enregistrer les éléments naturels et humains au passif des bilans comptables des organisations. On peut passer à la chaîne suivante. S'il te plaît, Ina, merci beaucoup. Donc l'objectif en fait de cette approche, c'est qu'on est face en fait à un modèle comptable qui propose une révolution, c'est-à-dire d'essayer de faire prendre conscience aux organisations qu'elles travaillent non seulement avec du capital financier, mais également avec des capitaux extra-financiers, et que ces capitaux extra-financiers qui sont dégradés actuellement par les modèles d'affaires des organisations doivent être préservés à terme, et ceci à travers l'intégration comptable. L'objectif, c'est de se questionner sur ce qui est un capital, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise a besoin pour produire, pour générer son activité. Donc évidemment, elle a besoin de capitaux financiers, mais elle a également besoin de capitaux naturels et de capitaux humains. L'objectif, c'est d'assurer une viabilité écologique et une trajectoire qui est soutenable à travers les années pour faire en sorte de rembourser toutes les dégradations que l'on fait sur les capitaux naturels et les capitaux humains. Ça permet du coup de visibiliser les efforts fournis par les agriculteurs, mais par les autres entreprises qui mettent en place CARE, les efforts qui sont fournis pour rembourser les capitaux extra-financiers. L'objectif aussi, c'est de donner une trajectoire, c'est-à-dire une trajectoire de soutenabilité, où la préservation des capitaux doit être calquée sur la recherche et le maintien des bons états écologiques, c'est-à-dire les seuils de préservation définis par la science ou techniquement qui permettent aux entités naturelles et humaines d'assurer leur fonctionnalité écologique. Je crois que j'ai tout dit, il me semble. Du coup, je laisse la main à Marion pour présenter la méthodologie. Bonjour à tous, Marion Garabé de Ferme d'Avenir. Je vais vous présenter donc comment le projet de la comptabilité socio-environnementale pour un objectif de dialogue territorial s'est saisi de la méthode CARE. Donc la méthode CARE, c'est avant tout un cadre conceptuel qui est proposé par la chaire de comptabilité écologique et qui là, comme vous le voyez, se décline en 5 phases. Ces 5 phases, on a essayé avec Ferme d'Avenir de les expérimenter pendant 7 ans et ça donne la slide suivante. Donc, pour appliquer CARE, il faut développer des méthodes et des outils concrets qui n'existent pas forcément dans le cadre conceptuel. Certaines structures en développent une méthodologie d'application dans différents domaines économiques. En agriculture, c'est Ferme d'Avenir qui est pionnière et qui a développé une méthode avec les caractéristiques suivantes. Donc, ces 5 phases. Pour chacune de celles-ci, on retrouve des entretiens, des analyses de données, des outils associés. Dans le cadre du projet, cette méthode-là, on la retrouve, donc tu peux mettre la slide suivante si tu plais, Lina. On retrouve donc 5 temps caractéristiques. Le premier, c'est d'identifier et de définir les capitaux naturels et humains. Donc, c'est ceux que vous avez vus sur la slide de Louis. Des capitaux naturels et humains. Ensuite, il y a une définition des niveaux de préservation de ces capitaux avec l'outil de diagnostic IDA4 que Siné va vous présenter tout à l'heure et une complémentation avec un diagnostic complémentaire. S'ensuit une définition, suite à cet état des capitaux humains et naturels, une définition de pratiques d'action de préservation qui permettrait de régénérer, voire de préserver les bons états écologiques de ceux-ci. Un chiffrage également de ces actions et puis une intégration comptable. Dans le cadre du projet donc, de dialogue territorial, on retrouve des adaptations et des apports faits par l'équipe technique de cette méthodologie qui avait jusqu'alors été expérimentée, notamment lors du diagnostic complémentaire à IDA4 dans l'étape 2. On est venu co-construire différents traducteurs dans une étude bibliographique sur l'eau, sur les troupeaux, sur le sol, sur la biodiversité.
Et aussi également mobiliser des experts sur les capitaux naturels et les agrosystèmes, donc des experts qui sont pour la première année agrobio et ADH35, et pour la deuxième année, la LBO et le SCE Aménagement et Environnement. Pour la troisième étape, ces experts nous ont aidés à consolider et pouvoir également mieux faire des préconisations d'actions de préservation et les chiffrer. Quant à l'intégration comptable, on est venu utiliser un outil de la chaire de comptabilité écologique qui nous permet aujourd'hui d'avoir des résultats qui vont vous être présentés et qui sont particulièrement détaillés. Et là, je vous laisse sur la présentation des DA4 par Sidney. Bonjour à tous, donc je suis Sidney Girard du Centre Éco-Développement de Villarceau et je travaille notamment sur le développement de la méthode IDEA4. Alors je m'excuse d'avance pour ma voix, c'est le mois de décembre qui commence à faire ses victimes, donc je suis en tête de front, mais j'assure quand même cette présentation pour vous donner un peu une idée de ce qu'est IDEA4. Alors IDEA4, c'est un outil d'aide à la décision stratégique qui permet d'accompagner les démarches de progrès vers une agriculture durable. C'est une méthode d'évaluation globale de la durabilité des exploitations agricoles. Qu'est-ce qu'on veut dire par global? Ça veut dire qu'elle couvre, qu'elle cherche à évaluer l'ensemble des grands capitaux du développement durable, l'environnement, le social et l'économique, qu'elle va questionner toutes ces thématiques. C'est un outil, et c'est important dans le cadre du développement de la méthode IDEA, c'est un outil libre, gratuit et transparent, donc qui est accessible intégralement, gratuitement, notamment au travers du site méthodeidea.org. Et puis, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que c'est une méthode qui se veut être applicable à tous les grands systèmes de production de France métropolitaine, donc grande culture, maraîchage, arboriculture, viticulture, et aussi les principaux élevages ruminants, monogastriques. L'enjeu pour nous, quand on a développé la méthode IDEA, c'était de proposer une méthode qui s'appuie sur la prise en compte des pratiques et donc qui offre une diversité de voies d'accès à des bons niveaux de durabilité, parce que en fonction des territoires, en fonction des contextes, c'est bien une diversité de pratiques et de combinaisons de pratiques qui sont possibles pour atteindre la durabilité. Et l'enjeu d'IDEA4, c'est d'arriver à prendre en compte toute cette diversité. La méthode IDEA4 est développée par un comité scientifique indépendant qui regroupe des chercheurs et des personnels des instituts techniques et du monde de l'enseignement agricole. Il est présidé par Frédéric Zam qui participe à la présentation aujourd'hui de l'unité ETIS de INRAE. Alors, l'idée générale derrière IDEA4, c'est de proposer une batterie d'indicateurs. Il y a dans IDEA4 53 indicateurs qui vont évaluer la durabilité à l'aune de tout un tas de thématiques. Ça va des impacts des pratiques agricoles aux impacts environnementaux, les aspects de production alimentaire, la contribution au développement local, à l'économie du territoire, les histoires de gestion RH, les engagements sur certaines grandes valeurs comme le bien-être animal, et puis aussi des aspects économiques sur la viabilité des fermes, sur la transmissibilité des fermes, sur leur efficience et sur leur dépendance en termes de marché et de clients. Ces 53 indicateurs dans IDEA4, ils sont mobilisés dans deux approches évaluatives complémentaires qui offrent deux points de vue sur le même objet, qui est la durabilité de l'exploitation agricole. Une qui s'appuie sur les 5 propriétés de l'exploitation agricole durable, dans lequel je ne rentrerai pas dans le détail sur cette approche-là, puisqu'elle n'a pas été utilisée dans le cadre du projet. Ce que nous avons utilisé dans le cadre du projet, c'est la seconde approche, l'approche historique de la méthode IDEA, celle sur les 3 dimensions du développement durable, qui regroupe donc les indicateurs en grandes composantes thématiques, et ensuite en 3 grandes dimensions, agroécologique pour tout ce qui traite aux pratiques agricoles et à leur impact sur l'environnement, socio-territorial pour tout ce qui traite aux capitaux sociaux et aux liens avec les acteurs du territoire, et puis économique pour les aspects d'économie et de viabilité notamment. Donc voilà pour une présentation rapide. Alors qu'est-ce qu'ont donné les diagnostics IDEA4? C'était donc la deuxième étape dans la méthodologie. L'enjeu de cette étape, c'était donc d'évaluer l'état des capitaux sur les exploitations en utilisant l'outil IDEA4 et puis en le complémentant avec quelques questions en plus. Vous pouvez voir ici donc les principaux résultats pour les 10 fermes qui ont été prises en compte dans le projet. Donc, vous avez à chaque fois une note exprimée sur 100 pour les 3 dimensions, agroécologique, socio-territoriale et économique.
Je ne vais pas rentrer avec vous dans le détail ici des diagnostics IDEA4 de chaque ferme, ce n'est pas l'enjeu. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder un peu des résultats peut-être plus agrégés. Et là, donc, vous avez à gauche le bilan des 5 premières fermes de 2023, et puis à droite celui des 5 fermes de 2024. L'idée générale, c'est de voir que ce sont déjà des fermes qui ont plutôt des résultats bons à très bons. Dans l'ensemble, ce sont quand même des agriculteurs qui, sur l'aspect de la durabilité et du maintien des différents capitaux, apparaissent comme étant plutôt vertueux. Mais on distingue une différence quand même assez nette entre les exploitations de la première année, qui sont majoritairement en bio, et les exploitations de la seconde année, avec notamment des marges de progrès qui sont plus fortes la deuxième année. Concrètement, dans le cadre de cette mise en œuvre de la comptabilité CARE, ça va se traduire par en fait une différence dans l'état des différents capitaux et donc une différence dans les pratiques qui vont être préconisées et dans leur prise en compte dans la comptabilité. Du côté des exploitations de la première année, on va être beaucoup sur des exploitations qui ont déjà mis en œuvre des pratiques et qu'il va falloir valoriser dans la comptabilité, mais qui ont déjà en quelque sorte commencé à rembourser leurs dettes en fonction des différents capitaux. Les exploitations de la deuxième année, elles vont présenter a priori des bilans CARE qui vont être un peu plus contrastés, avec notamment des exploitations sur lesquelles on va être plus dans de la préconisation de nouvelles pratiques à mettre en œuvre. Voilà, ça c'est les grandes idées de l'utilisation d'IDEA4 au sein de ce projet et puis du diagnostic complémentaire qui l'accompagnait. Donc, une fois qu'on a fait l'état des capitaux naturels et humains, grâce à IDEA4 et au diagnostic complémentaire, on peut commencer à faire l'état des lieux des pratiques qui ont déjà été réalisées pour préserver, voire régénérer ces capitaux, et également en préconiser des nouvelles. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a pu être accompagné des techniciennes d'AgroBio et d'ANH35 et des experts de la LPO et de SCE pour ces étapes-là, pour l'année 1 et l'année 2. Donc, ce qu'on a pu obtenir sur la slide suivante, c'est ce type de résultat que vous pouvez retrouver dans les fiches de restitution que vous avez du coup en lien dans la conversation. Donc là, en haut à gauche, vous pouvez retrouver les différents indicateurs clés qui permettent de rendre compte un petit peu de l'état des capitaux. Là, c'est l'exemple du capital eau pour une ferme en système herbagé. Et donc, les préconisations à droite qui ont pu être formulées suite à ces différents diagnostics. Donc, suite au diagnostic IDEA4 et complémentaire du capital, il y a des actions qui ont été préconisées et on en constate 3 typologies. La première, c'est une typologie de préservation des capitaux naturels. Donc, c'est celles qui sont entourées en rouge et qui vont venir directement préserver le capital. Des actions également d'évitement, donc là, on les retrouve en violet. Donc, évitement, ça induit un changement potentiel de modèle économique. Et enfin, des actions d'accès. Donc, c'est pour mieux comprendre, mieux se former. Ça peut être aussi des analyses de sol, ça peut être différentes actions qui permettent d'avoir un accès au capital et à sa bonne ou pas préservation. Ces différentes pratiques, elles sont chiffrées. Donc là, si on reprend ce schéma, l'idée dans cet exercice, c'est d'énumérer toutes les actions de préservation qui sont nécessaires, vraiment toutes sans se contraindre à la bonne préservation des capitaux. Donc, toutes ces actions-là, elles sont chiffrées et elles correspondent au plafond rouge qu'on peut voir là sur le schéma. Dans la réalité, elles ne sont pas toutes réalisées et elles correspondent au remplissage de la jauge que l'on voit là ici en vert clair. Donc la différence entre ce qui a été préconisé et ce qui a été réalisé, celle-ci apparaîtra du coup sur les documents comptables lors de l'intégration. Donc on fait cet exercice sur tous les capitaux. Donc vous pouvez voir sur la slide suivante on réplique en fait pour chacun des capitaux sol, biodiversité, atmosphère, eau, troupeau pour les capitaux naturels et les capitaux humains, donc rémunération, formation et conditions de travail pour le capital humain. Cet exercice, on va venir préconiser à chaque fois des bonnes pratiques, des bonnes actions qui vont être plus ou moins réalisées. Et ensuite, ça s'intègre comptablement et je vous laisse avec Louis. Ok, donc on va plonger un petit peu plus dans les résultats et montrer un peu les différentiels dans la slide suivante, où en fait l'objectif c'était de repartir du coup des résultats comptables
sans la comptabilité CARE, donc les résultats comptables que les agriculteurs nous ont transmis. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est quand on a passé l'intégration dans CARE, en fait, toutes les activités qui n'ont pas été passées pour préserver les capitaux, donc c'est-à-dire toutes les actions qui restent à faire pour permettre l'atteinte et d'atteindre les bons états écologiques, donc de rembourser les dettes naturelles et les dettes sur capitaux humains, vont venir diminuer le résultat des entreprises agricoles. Donc là, on voit aussi sur le résultat des fermes de la première année qu'on va avoir un différentiel qui va être quand même assez important dans quelques fermes et qui vont faire que globalement uniquement 2 des fermes vont garantir un résultat positif après la mise en place de CARE. Donc il y a 3 fermes qui passent avec un résultat négatif qui correspond à toutes les pratiques qui n'ont pas encore été réalisées. Si on passe à la slide suivante, on voit du coup que sur la deuxième année, donc les agriculteurs qui avaient des modèles qui étaient moins extensifs, moins à l'herbe, on se rend compte qu'il y a un plus grand différentiel entre les modèles agricoles. Alors, je précise quand même que dans les fermes de la deuxième année, même si les agriculteurs étaient en agriculture conventionnelle, on était face à des agriculteurs qui étaient très bons, comme l'a dit Sydney en présentant les résultats d'IDEA. Et il y avait également des agriculteurs qui étaient dans des systèmes extensifs herbagés. Et on distingue ici, dans les résultats CARE, que en fait, les différentiels de dette sont pas forcément beaucoup plus grands par rapport aux agriculteurs de la deuxième année. Donc, globalement, on se rend compte qu'il y a des dettes qui restent à rembourser en fait, pour la majeure partie des agriculteurs. Et c'est logique parce qu'en fait, voilà, on a toujours un chemin à réaliser pour aller vers plus de durabilité. Si on passe à la slide suivante, ici on a fait une moyenne du coup sur les agriculteurs entre la première année et la deuxième année, et on se rend compte dans les graphiques du haut, on voit la différence entre l'écart en fait qu'il reste à payer sur les dettes sur capitaux humains, donc en vert, et les dettes sur capitaux naturels en vert et les dettes sur capitaux humains en jaune. On se rend compte du coup que les agriculteurs de la première année remboursent majoritairement leurs dettes sur capitaux humains et que ce qu'il reste, enfin la majeure partie de la dette qu'il reste à rembourser pour les agriculteurs va focaliser sur les capitaux humains, ce qui témoigne très bien des enjeux d'agriculture liés au paiement des salaires décents. On se rend compte aussi sur les graphiques en cercle que globalement, en fait, les graphiques en cercle montrent la structure des charges, donc c'est-à-dire les dépenses qui ont effectivement été réalisées. Donc pour ça, on va regarder au compte de résultat et on regarde l'ensemble des charges qui ont été décaissées pendant l'année. Donc en bleu clair, vous avez les charges qui sont dépensées pour les activités d'exploitation classiques. En jaune, vous avez celles qui sont liées aux dépenses pour la préservation des capitaux humains, donc comprenant le salaire décent, les avantages en nature, les éléments qui sont là pour préserver les capitaux humains. En vert, c'est pour la préservation des capitaux naturels et en bleu foncé, c'est pour les dépenses liées aux activités d'évitement. On se rend compte qu'il y a une grande différence entre les agriculteurs de la première année et la deuxième année, dans le sens où, sur le graphique en cercle, on se rend compte que la majeure partie des charges qui ont effectivement été décaissées sont liées aux capitaux financiers. Ça peut s'expliquer notamment parce que les fermes de la deuxième année étaient tout simplement plus intensives en capitaux. Donc, elles avaient on peut se rendre compte dans le poids des charges. Globalement, on est à 402 155 charges pour le capital financier en moyenne contre 132 701 dans la première année. Donc voilà, on a aussi une différence dans la structure des charges entre les agriculteurs de la première année et la deuxième année. Par rapport à la deuxième année, on se rend compte aussi qu'il y a de plus grands différentiels dans les dépenses qui sont consacrées au remboursement des capitaux naturels et des capitaux humains. Donc, on se rend compte qu'il y a un écart qui est plus grand, qui se creuse. Donc, en fait, il y a beaucoup plus d'efforts à réaliser pour les agriculteurs de la deuxième année pour rembourser leurs dettes. Donc, ils ont un plus grand écart dans les charges encore à payer. Si on passe à la slide suivante, on se rend compte, voilà, l'objectif un peu, c'est de montrer la diversité des agriculteurs dans les échantillons, ce qui fait qu'en fonction des différentes entreprises qu'on a, qui
qui se sont souvenus de l'expérience, on a différentes affectations des charges. Avec en général dans les structures de GAEC, une plus grande proportion des charges liées au remboursement des capitaux humains. C'est-à-dire que la majeure partie des actions qui sont réalisées au sein du GAEC sont réalisées pour faire en sorte d'avoir une préservation en fait, du lien entre les humains, de la satisfaction des associés dans le GAEC par rapport aux autres agriculteurs. Et enfin, à la slide suivante, on se rend compte aussi que voilà, il y a également donc si on se rend compte avec l'exploitation du bas, qu'il y a aussi des agriculteurs voilà qui ont une structure des charges qui est différente et qui se rapproche plutôt de la structure des charges des agriculteurs de la première année, liée justement au fait que on a aussi dans l'expérimentation en deuxième année, il y avait également des agriculteurs en système extensif à dominance de pâturage à l'herbe, ce qui fait qu'on a de plus grandes charges qui sont dépensées pour garantir le bien-être des animaux, pour garantir la préservation du capital sol, du capital eau, biodiversité et du capital humain. C'est bon pour moi. Je laisse du coup Lina parler des leçons à tirer. Merci Louis. Donc effectivement, je pense que là, vous avez pu voir un peu les travaux qui ont été menés pendant ces 2 années au travers des 2 typologies d'exploitation. Donc, ce qu'on retient de cette expérimentation, déjà, on a pu amender et adapter cette méthodologie au travers de modèles de fermes conventionnelles et en élevage bovin. Ce qui était innovant par rapport aux expérimentations qui ont été menées par Fermes d'Avenir notamment. On a pu aussi créer de nouveaux outils vraiment sur mesure au projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose de novateur et qui pourra être répliqué et réutilisé par l'équipe de chercheurs et pourquoi pas de techniciens sur le territoire. L'autre grosse opportunité de ce projet, c'est qu'on a pu voir que les données qui émanent de cette comptabilité socio-environnementale servent de base de dialogue. Au regard de ce que vous avez pu, ce que Marion a pu vous illustrer, il y a des actions de préservation qui ont été identifiées et chiffrées. Et donc, ça va permettre de créer un échange entre les agriculteurs qui ont identifié des besoins sur leur ferme et des acteurs du territoire qui vont pouvoir mettre en avant ce qu'ils offrent potentiellement aux agriculteurs. Donc, on croit vraiment au fait que ce projet permettra de créer un dialogue entre ces 2 types d'acteurs. Indépendamment de ça, le diagnostic, notamment le diagnostic IDEA4, permet vraiment de faire un point 360 des différents capitaux de la ferme. Comme je l'ai dit précédemment, on a pu identifier, caractériser des actions de préservation et les chiffrer, tant pour des capitaux naturels que pour les capitaux humains. Et enfin, on a mené des ateliers de discussion où les agriculteurs, et notamment les agriculteurs en conventionnel qui appartiennent au réseau CUMA, ont pu identifier des freins et des leviers éventuels à la mise en place et l'accompagnement des actions de préservation. Cependant, on souhaite souligner certains éléments sur le fait que, bien qu'on voit l'intérêt de réaliser cette comptabilité socio-environnementale, on a pu se rendre compte qu'il y avait quand même des points de vigilance à avoir, notamment l'importance d'impliquer l'ensemble des parties prenantes du territoire pour identifier en fait l'objectif commun auquel cette expérimentation doit servir, avec des parties prenantes concernées et volontaires, parce que, comme vous avez pu voir, il y a quand même un besoin de se former, en tout cas d'être sensibilisé à cette comptabilité socio-environnementale, et donc un besoin de suivre tout le processus dès le début, et d'identifier des objectifs qui soient clairs et communs, de définir aussi le périmètre
de collecter des données sur le territoire. Ça a été un point qui a été un peu difficile à obtenir pour certaines données. Et enfin, dimensionner l'expérimentation parce que les agriculteurs ont été volontaires dans cette expérimentation, mais cela a pris quand même beaucoup de temps. On aura peut-être l'opportunité d'en discuter par la suite. Et ça prend du temps, c'est un budget. Donc voilà, l'intérêt de dimensionner cette expérimentation. Au début, on voulait travailler vraiment sur beaucoup plus d'exploitation que 10. Mais voilà, on a dû diminuer l'échantillon pour réussir à mener à bien ce projet dans le temps imparti et au regard du budget que nous avions. Et donc voilà, si on souhaite répliquer cette expérimentation, on souhaite rappeler que c'est un dispositif qui sert peut vraiment servir les différentes parties prenantes pour repenser des modes de financement d'actions de préservation. On a autour de la table notre association TRAM qui travaille sur les PSE. Et donc, ça peut être aussi une modalité de financer les actions de préservation qu'on a identifiées. On note aussi le besoin de créer des filières locales résilientes. Et enfin, et je l'ai dit dans la slide précédente, il est important de mettre à disposition des données qui soient publiques et disponibles pour créer des référentiels territorialisés et pouvoir donc comparer et chiffrer les pratiques de préservation qu'on souhaite proposer. Voilà les 2 années d'expérimentation qu'on a essayé de vous présenter succinctement. Je ne sais pas si là l'idée c'est de vous laisser la parole pour nous poser des questions, pour poser des questions aux partenaires techniques et scientifiques ici présents. S'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, sur lesquels vous souhaitez réagir, vous avez la parole. Vous pouvez soit lever la main, soit poser votre question dans le chat avant qu'on passe au témoignage de Gaëtan Dubreuil qui nous a rejoints. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Alors, moi, j'ai pas le bon le bon libellé, excusez-moi. Je suis Stéphane Trébuc, donc je travaille à l'université de Bordeaux. Vous voyez Alain Hafnor, mais je suis pas. C'est une mauvaise indication. J'aurais souhaité avoir quelques explications, peut-être sur la notion de territoire. Comment vous reliez en fait le travail que vous avez effectué avec les agriculteurs et puis cette notion de territoire. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Enfin, en fait, vous avez utilisé la notion de territoire tout à l'heure, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, je voulais savoir du coup comment vous reliez finalement l'approche territoire. Est-ce que vous la reliez par les partages que peuvent avoir ensuite les agriculteurs entre eux sur leurs pratiques? Comment s'incarne en fait dans la méthode CARE la notion de territoire? Nous, on a beaucoup de collègues actuellement qui parlent de RTE, responsabilité territoriale d'entreprise. Donc c'est un nouveau, la relation, on peut parler aussi dans un certain nombre de cas de capital territorial. Alors là, je vais pas lancer cette thématique-là parce que, mais on pourrait imaginer que le territoire est aussi un porteur de ressources pour les agriculteurs. Et d'une certaine façon, quand vous travaillez avec une coopérative ou avec des CUMA, certains échelons syndicaux ou interprofessionnels peuvent être porteurs aussi de connaissances. Donc, si vous collaborez même avec l'approche CARE-IDEA, finalement, vous êtes aussi fournisseur d'une forme de capital connaissance. Voilà, j'étais un peu intrigué par l'utilisation que vous avez fait tout à l'heure de cette notion de territoire. Alors, je pense, alors je ne suis pas à l'origine, même j'étais pas présente dès le départ de ce projet, mais c'est vrai qu'on a choisi ce département d'Ille-et-Vilaine parce qu'on a Michel Lemonnier qui est ici présent, qui vit en Ille-et-Vilaine. Donc, on a choisi de travailler sur ce territoire qu'il maîtrisait.
Et ensuite, l'objectif au début, c'était vraiment de travailler à une échelle localisée. Ferme d'Avenir à expérimenter cette comptabilité élargie sur plusieurs fermes, mais à l'échelle de la France. Et on trouvait ça pertinent de se concentrer dans un objectif de créer un dialogue. Nous, la FNQMA, c'était vraiment de créer un dialogue. Et donc, pour créer un dialogue, essayer d'identifier des fermes qui sont sur le même territoire, et quand je parle de territoire, c'est sur le même département, pour pouvoir impliquer des acteurs qui sont sur le même département pour pouvoir créer du lien entre les besoins identifiés par les agriculteurs et ce que peut proposer les Comcom, le département. D'ailleurs, le département nous a rejoint dans cette visio pour créer un dialogue à l'échelle. Alors, est-ce que c'est un abus de langage? Je pense Non, pas. c'est très intéressant. Ça veut dire que concrètement, vous avez tablé sur l'hypothèse qu'il y avait des problématiques communes à un territoire, ce qui me semble tout à fait justifié, et aussi une dimension qu'on évoque assez peu finalement dans les questions de problématiques, de comptabilité, pardon, c'est la dimension collaborative. Voilà. Donc, c'est bien, ça me convient tout à fait. Très bien, merci. Ok. Alors, peut-être Michel, je vois que tu as la main levée. Je pense que tu pourras rebondir sur ce que je viens de dire. Oui, je veux bien. Alors effectivement, moi aussi, j'ai un mauvais intitulé. Le prénom, vous avez remarqué que ça ne collait pas. Donc, effectivement, dans notre logique, c'est juste par flemme de le changer. Dans notre logique d'expérimentation et de réflexion, en fait, par rapport au réseau Puma, l'idée du territoire, pour nous, c'est un territoire assez petit qu'on appelle Comcom, en fait, communauté de communes, alors qui sont des tailles plus ou moins grandes. Ça peut aussi être le pays, on devrait dire, parce qu'il y a des endroits où ça va être plus pertinent d'être sur la notion de pays. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous, dans une plus grande agglomération, mais sur nos territoires, ça correspond à quelque chose. L'idée, d'une part, c'est d'abord, effectivement, d'avoir des référentiels qui soient comparables entre les exploitations, d'avoir un interlocuteur également, c'est-à-dire que l'enjeu, en fait, de faire une compta environnementale, pour le capital humain, c'est autre chose, mais pour le capital environnemental, l'idée, c'est bien effectivement de prioriser sur un territoire des actions à mettre en œuvre en premier, avec le même référentiel d'une exploitation à l'autre, en fait, et les mêmes priorisations. Parce qu'en fait, dans la logique CARE, ce n'est pas l'entreprise qui doit se fixer les objectifs environnementaux, c'est bien en accord avec son environnement. C'est-à-dire, elle peut pas le décider seule, puisqu'en fait, dans ces cas-là, on peut considérer qu'on est bien, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de discussion. Donc voilà, c'est en se confrontant effectivement avec d'autres acteurs du territoire et de l'environnement qu'on va pouvoir fixer des objectifs cohérents. Et en plus, l'enjeu, c'est aussi d'avoir effectivement, en ayant fixé des objectifs, d'avoir aussi une capacité de faire un suivi derrière. Et une reconnaissance du travail qui est fait. Nous, en termes d'agriculture, moi, je mets ça aussi nettement en avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail qui est fait dans les exploitations et ce n'est pas visible parce que ça n'a pas été quelque part contractualisé ou formalisé. Voilà. Merci Michel. Frédéric, vous avez levé la main. Je vous laisse la parole. Pardon. Oui, merci beaucoup. Je baisse la main. Voilà, je ne sais plus si voilà. Donc, merci Yina d'avoir coordonné toute cette présentation. On ne s'est pas encore vu et merci. Je suis très heureux d'être là. Et merci à Sydney d'avoir pu pour CEE présenter la partie auquel on contribue, c'est-à-dire les travaux avec IDEA. Deux petites remarques. Juste au tout début, ça c'était pour répondre à la question pour compléter de ce que parce que je ne suis pas un expert de CARE non plus, une remarque sur CARE et sur la dimension de Yina quand vous avez introduit, puis après un complément sur le territoire, mon analyse personnelle. Au tout début, pour pas qu'il y ait de confusion,
vous avez dit, Yina, que CARE, c'est un modèle qui prend en compte la valeur humaine et financière. En économie, il y a un grand débat sur les travaux sur la valeur. Est-ce que c'est une approche par les coûts ou est-ce que c'est une approche par la valeur, mais au sens valeur de marché, prix de marché, valeur d'usage et tout ça. Et donc là, il faut. J'aurais tendance à, si on avait à présenter, mais ça après, c'est peut-être plus Louis qui viendra ou les autres collègues qui travaillent sur CARE. Je pense qu'il faut dire que CARE, c'est un modèle qui prend en compte les dimensions humaines et les dimensions environnementales dans son approche et pas la valeur. Parce que c'est justement pas une approche par la valeur. On ne calcule pas une valeur révélée ou une valeur de préférence, mais on fait une approche par les coûts pour la préservation du capital. Voilà. Et donc, je pense que pour éviter toute cette confusion sur les gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix à la valeur de l'environnement. D'accord ? C'est qu'une approche par les coûts. On essaye de faire révéler les coûts. Et après, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme méthode pour révéler ces coûts. Voilà. Donc, Louis me confirmera si je me trompe, mais c'est comme ça que j'ai compris hier. Pardon ? C'est tout à fait ça. D'accord, merci Marion. Et donc, je crois que c'est important parce qu'il y a tellement de confusion en économie sur cette différence que c'est tout de suite le rappeler. Et puis c'est rare qu'il y ait cette approche par les coûts qui a été critiquée par les économistes, donc pour signaler que c'est la seule qui est opérationnelle, voilà, qui semble opérationnelle pour les entreprises. Voilà. Ou sinon c'est un prix normatif de la valeur. Donc, et après sur le territoire, moi je rejoins complètement ce qu'a dit notre collègue Michel, je crois que c'est Michel, mais j'aurais tendance à dire que c'est vrai que elle est territoriale, que le territoire s'est pris comme un espace à enjeu où des acteurs ont défini ceux sur lesquels ils veulent protéger ou ceux sur lesquels ils ont une vision commune de quel type d'action, quel type d'environnement ou d'agriculture ils veulent porter. Mais ça peut être aussi quand même, le modèle CARE, il peut coupler avec IDEA, il peut aussi servir a priori pour chaque entreprise, sans qu'il y ait, admettons qu'il n'y ait pas les acteurs qui aient défini aussi une reconnaissance des capitaux à reconnaître. S'il y a a priori des MAE ou des paiements pour services environnementaux qui ont été définis, eh bien, cette approche-là, je pense qu'elle est encore très expérimentale hein, et elle a beaucoup de temps à mettre en place, mais que c'est celle qui permet de révéler les coûts individuels du changement de pratique agricole pour aller vers l'agriculture durable. Et donc, si des acteurs se sont mis à l'avance d'accord dans le cadre de paiement de services environnementaux sur des types d'actions qui peuvent être conduites, ben après, reste à savoir quel est le coût individuel qu'il y a à mettre en place chez les agriculteurs. Et cette approche-là, eh bien, elle peut être une démarche avec tous les problèmes rencontrés sur le terrain de mise en œuvre, de calcul, de collecte de l'information qui ont été mis en avant, quoi. Mais donc, il n'y a pas forcément nécessité, je pense, d'avoir toujours une action collective très cohérente où on pourrait penser à un bassin versant, un territoire sur lequel tout le monde se met d'accord et qu'il y a un consensus, quoi. Et il pourrait y avoir une action normative de l'État ou d'une collectivité qui dit, ben voilà, mettez-moi en place cette approche CARE IDEA sur ces actions sur lesquelles moi j'ai a priori défini que ce territoire était… Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'était pour dire que le territoire n'est pas toujours nécessaire et les parties prenantes, il peut y avoir un acteur qui décide, quoi. Une vision normative descendante, quoi. Voilà. Merci Frédéric et pour la correction de mes propos introductifs et de ce complément sur le territoire. Je laisse la parole à Florence Bardot qui a levé la main. Je vous laisse vous présenter aussi. Oui. Merci. Bonjour à tous. Je suis Florence Bardot, je suis consultante sur Toulouse et j'ai instruit le projet dont vous êtes en train de nous faire une très intéressante restitution. Merci. Je l'ai instruit pour les deux fondations qui l'ont très fortement financé. Je tenais alors le dire en passant. Donc la Fondation de France et la Fondation Carasso. Et ça m'a permis de suivre un peu les évolutions de ce projet dont on a vu quand même la complexité à mener, hein, tant localement avec les agriculteurs, l'investissement, les acteurs du territoire. Je vais revenir sur cette notion.
en tout cas ce qu'on en avait compris nous quand on avait instruit le projet initial, et puis au sein de CUMA et des équipes nationales. Je voulais juste rajouter qu'en effet, quand vous nous aviez présenté le projet, vous aviez beaucoup insisté sur cette question de commun de territoire. Donc, oui, Frédéric, on peut faire du normatif descendant, mais là, l'enjeu de ce qu'on avait compris, c'était vraiment d'essayer de travailler sur un dialogue d'identification et de commun de territoire pour une prise en charge collective, justement, dont les agriculteurs sont en partie responsables, mais certainement pas que. Donc, ma première question était de savoir, et il me semble que vous aviez, enfin dans les suivis que j'avais fait avec les interlocuteurs différents, il me semble qu'il y avait eu des réunions, hein, vous ne l'avez pas répété, mais rappelez-la, mais il y avait bien eu des réunions avec des acteurs du territoire, alors les collectivités, mais ce n'est pas les seuls acteurs d'un territoire, les collectivités. Il y avait eu aussi justement la LPO locale. Enfin, vous aviez essayé d'échanger pour un peu identifier de quels communs, notamment environnementaux, les acteurs étaient conscients et d'accord ensemble à préserver. C'est ce qui me semblait, moi, très intéressant aussi dans cette démarche. Donc, je voulais savoir comment la suite, qu'est-ce qui se passe pour la suite là-dessus, sur cette partie-là? Est-ce que le dialogue, il va continuer? Comment? Qui va pouvoir le prendre en charge? Ça me paraît un point important pour poursuivre, hein, ça. Et puis, j'avais envie de vous demander aussi, donc, territorialement, comment ça va se poursuivre. Et puis, dans le CUMA national, est-ce qu'il va se poursuivre? Est-ce que cette expérimentation, vous allez vouloir la dupliquer, la travailler d'une autre manière? Merci à vous. Merci beaucoup pour ces questions. Je commence à prendre la parole et ensuite mes collègues pourront compléter je vous rejoins sur le fait que je pense que c'est avec Laetitia que vous avez dû échanger, ma collègue précédente qui vous a expliqué les différents ateliers qui ont été mis en place l'année dernière pour justement définir quels sont les capitaux à préserver. Donc il y a eu, et je pense que Louis était présent, Michel probablement aussi. Je ne pourrais pas vous faire la liste de tous les acteurs qui étaient réunis, mais en tout cas, effectivement, il y avait une diversité d'acteurs qui ont pu débattre sur ce sujet. 8 capitaux ont été retenus, et c'est le travail qui a été mené en 2023. On a choisi de réduire les travaux en année 2024 pour des questions de timing et de méthodologie pour obtenir l'ensemble des informations à 5 capitaux en 2024. Donc ça, c'est pour la partie acteurs du territoire qui ont participé. Effectivement, il n'y a pas eu que des Comcom, mais tout un tas d'acteurs, des associations aussi, le département, et j'en passe. Je ne les ai pas tous en tête. Sur la partie, et je vous rejoins sur le fait qu'effectivement, au départ, le projet qui vous a été présenté avait pour objectif de travailler sur un territoire pour identifier des actions même communes, un plan d'action, même c'était ça qui était imaginé au départ. C'est pas forcément ce sur quoi nous sommes arrivés à cette fin de projet, parce que je pense que objectivement, il nous manque une année de projet, parce que voilà, la méthodologie a été sur mesure. On a mis beaucoup de temps pour trouver des données, pour réaliser les diagnostics auprès des différentes fermes, mais on a abouti à des actions de préservation pour l'ensemble des fermes, et en fait, il y a eu une restitution le 7 novembre. Alors, il y a déjà eu un temps au mois d'avril qui a permis un dialogue avec les agriculteurs de l'année 1 et des acteurs du territoire pour présenter les résultats. Et le 7 novembre, il y a eu une plénière où là, on a réuni des agriculteurs de l'année 1 et des agriculteurs de l'année 2. D'ailleurs, Gaëtan, ici présent, prendra la parole par la suite pour vous présenter aussi sa perception et son implication dans ce projet. Mais tout ça pour vous dire, et j'ai perdu le fil de mon sujet, c'était que les suites à donner. Ouais, je vous ai questionné sur les suites. En tout cas, je trouve intéressant de valoriser aussi dans les résultats que vous proposez
tout ce dialogue avec un territoire. Voilà, ça, ça y est. c'est vraiment très intéressant. Exactement, ça y est, j'ai retrouvé le fil, désolé. Le 7 novembre, effectivement, on a réussi à initier un dialogue au travers des actions de préservation identifiées. Donc, vous avez vu les fiches pédagogiques, il y a énormément d'actions qui sont listées. Les agriculteurs ont choisi des actions qu'ils aimeraient mettre en débat en présence des acteurs présents le jour de cette restitution, pour voir ensemble comment un soutien, une coopération pourrait être envisagée. Et dans ce troisième temps de présentation là aujourd'hui, on a Henri Pierre qui va aussi nous expliquer en tant qu'acteur du territoire quelles sont les suites envisagées, parce qu'il travaillait et il travaille toujours avec des agriculteurs qui font partie de cette expérimentation. Et donc on trouve ça intéressant que la FNCUMA s'est saisie de cette problématique d'expérimentation sur lesquelles on n'avait pas forcément d'expérience auparavant. Quelles sont les suites pour la FNCUMA dans les années à venir? Ce n'est pas forcément de poursuivre ce projet, mais de laisser les acteurs du territoire poursuivre le dialogue. Nous, on a souhaité mettre en dialogue les agriculteurs et certains acteurs du territoire. Maintenant, il nous semble important que ce soit un sujet qui soit pris en main par les acteurs du territoire. Est-ce qu'on va répliquer ce projet ailleurs à ce stade? Pas encore, mais je sais que Ferme d'Avenir, qui est partenaire de ce projet et qui mène ce type de projet depuis déjà 2017, ont pour ambition de poursuivre, et on est ravis que cette expérimentation portée par la FNCUMA ait pu servir de test dans une région plus locale, et avec cette volonté de créer un dialogue, parce que ce n'est pas forcément les projets qui ont été menés par les autres partenaires. Voilà, si je peux répondre succinctement. Alors, j'ai Stéphane Janin. Oui, bonjour, merci. Alors, ma question rejoignait celle de Florence Bardot. Donc, vous avez répondu à ma question un petit peu. Peut-être le point, donc la question, c'était vraiment comment pérenniser les approches et puis les élargir à d'autres acteurs. J'ai pas assisté à toute la conférence, donc il y a peut-être eu des réponses. L'idée, c'est de pouvoir, comme disait Stéphane Trébuc, bonjour au passage d'ailleurs, que je connais, c'était de généraliser l'approche, de travailler avec les territoires et comment on fait pour distiller, parce que la compta, le PCG 82, on est obligé d'établir un bilan, mais CARE, on n'est pas obligé. Donc j'étais au CERCES hier soir, l'association, vous connaissez tous très bien, l'association du CERCES, pour justement, l'enjeu, c'est de promouvoir la méthode et puis de répandre les applications pratiques. Donc on sait que visiblement, ça coûte cher, ça prend du temps, il y a des secteurs plus compliqués que d'autres. Comment on peut déjà tous contribuer et comment on peut avoir des frameworks, des cadres de travail pour encapsuler des retours d'expérience, du narratif. Donc là, déjà, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais les graphiques sont beaux, ils sont explicites. On pourra même, je pense sur LinkedIn, on a un rôle à jouer pour republier. Il faut que je prépare ça aussi. On en a parlé. Il y a une responsable, Madame Crocos, de la communication CERCES. Il faut qu'on travaille là-dessus. Donc ça, c'est la partie communication. Il y a une question mais sur la partie plus technique, plus difficile, de préparation des cadres de travail pour encapsuler les feedbacks, les retours d'expérience. Sur cette partie-là, moi, avec le CERCES, je vais essayer de travailler là-dessus. Il faudrait qu'on puisse faciliter l'accès à la méthodologie CARE pour faire du reuse, du réemploi de ce qui a déjà été fait. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi une sorte d'appel à projet. Moi, par exemple, j'ai contacté une agglomération pour voir comment le territoire pouvait être une espèce de sponsor, plutôt un orchestrateur, voilà, plutôt qu'un sponsor, réunissant plusieurs entreprises autour de capitaux naturels et qu'on définisse les bons états écologiques et qu'on pilote. Donc, du côté entreprise, les initiatives avec le budget qui vont bien, les budgets affectés aux actions de préservation et de réparation de l'environnement. Voilà. Donc, c'est une affirmation, mais c'est aussi une question. C'est-à-dire que si vous avez sur comment on pérennise les démarches et comment, ma vraie question, c'est très précise, très factuelle pour le coup, parce que j'ai parlé de plusieurs choses, c'est
qu'est-ce qui existe déjà sur la matérialisation des feedbacks? Là, vous avez envoyé des PDF, très bien. Est-ce qu'il est métrique? Est-ce qu'il y a une base de données? Comment on peut faire de la réutilisation? Comment on peut y contribuer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Est-ce que je posais dans le chat? Idealco, c'est une plateforme territoriale. Je les ai contactés. C'est-à-dire, un jour, si j'ai un retour d'expérience, même en tant que privé, je paye, mais ça coûte 1 200 € de mémoire pour faire un webinaire, pour faire un retour d'expérience. Il y a des collectivités ici qui sont présentes. Idealco, elles ont un accès libre. Je pense que c'est aussi un bon vecteur de communication pour parler de CARE auprès des territoires et commencer à initier des projets. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Et sur l'aspect communication, effectivement, la semaine dernière, on a fait une restitution, mais plutôt méthodologique, auprès de l'Agora CERCES, Agora Agriculture, mais vraiment approfondie sur la partie méthodologique, avec un public, le public que vous devez peut-être connaître, en tout cas des chercheurs ou des acteurs qui connaissent un peu déjà la comptabilité CARE. On organise ce webinaire et pour votre information, on se rend bien compte que ces 2 années ont permis de produire énormément de choses et on est en train de rédiger un document de capitalisation de ces 2 années d'expérience dans lequel on rappelle un peu tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, les écueils qu'on a fait et à ne pas reproduire, la méthodologie qu'on a appliquée. C'est un document qui va faire une 20aine de pages, qui est encore en cours de finalisation et qu'on aimerait publier d'ici la fin de l'année. Et je donne aussi la parole à Ferme d'Avenir parce que je sais qu'eux aussi sont sur des... Et j'ai bien vu Gaëtan, votre main levée, mais c'est juste pour boucler avec Marion qui travaille aussi sur ces histoires de capitaliser les travaux qui ont été menés. Marion, peut-être tu peux compléter? Oui, bien sûr. Donc oui, ça fait du coup quelques années maintenant, 7 ans avec Ferme d'Avenir qu'on expérimente cette comptabilité. Et donc on a toute une base de données, tout plein de bilans qui nous permettent de retraduire un peu comment la méthodologie elle évolue à travers les partenariats qu'on fait avec la FNCUMA et ceux qui sont en train de se passer de notre côté, plus ceux à venir. L'idée, c'est vraiment d'avoir un suivi de ces évolutions et puis, comme vous dites, une capitalisation de ce qui a pu déjà être produit ou expérimenté. Dans le même temps où on va produire la note de synthèse de la FNCUMA pour ce projet, on va produire également un guide méthodologique qui retrace comment la méthodologie a évolué et quels outils, quels points de vigilance, quel temps ça prend, etc. Donc un peu une sorte de bible de ce qui s'est passé et de ce qu'il faudrait prendre en compte pour les prochaines expérimentations. Ces travaux-là, évidemment, ils sont en train d'infuser dans toute la sphère d'expérimentation type chair, donc avec le CERCES. On est évidemment en dialogue avec Clément Morla, SOMAC et toutes les personnes qui sont concernées par cette capitalisation au niveau de la chair. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui est visé. Et puis au sein de Ferme d'Avenir, on veut continuer à expérimenter avec des acteurs du territoire cette méthodologie de comptabilité, notamment par exemple avec des agences de l'eau qui se saisissent de plus en plus de ces questions de traducteurs et de pratiques de préservation liées au capital eau. Donc on a des perspectives là-dessus de manière très concrète. Ouais. Merci Marion. Gaëtan, vous leviez la main, donc je vous laisse prendre la parole ou est-ce que vous voulez qu'on passe sur la partie témoignage, votre témoignage? Je ne sais pas. Est-ce que c'était pour répondre à une question ou est-ce que c'était pour prendre la parole dans le cadre de votre témoignage? Non, c'était que les questions qui ont posé sur le territoire, c'est sans vouloir faire la conclusion avant l'introduction de mon témoignage. Et c'est vraiment ce qui m'en est ressorti, puisqu'il y a différents échelons, hein. Vous l'avez dit, qui était intéressant dans cette démarche, c'est la dimension territoire et puis la dimension de notre exploitation. Mais sur la dimension territoire, je crois que là, on est dépendant des autres, de ce qui s'y passe. Et quelque part, c'est aussi la méthode interpelle les acteurs économiques, que ce soit des exploitations ou d'autres acteurs,
mais maintenant, par effet de boomerang, les agriculteurs, les acteurs économiques peuvent se retourner aussi vers le territoire en disant, ben, maintenant que l'on a abordé tous ces sujets-là, qu'est-ce qui s'y passe? Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai sans vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est que certains territoires se désengagent côté politique. Si les techniciens, les animateurs vont être très emballés par la méthode, on peut avoir des désengagements un peu politiques parce que euh, c'est un peu facile de faire des injonctions des fois sur certains acteurs du territoire, mais quand ça revient à l'échelon du politique où là il y a des vrais engagements à se positionner, là on peut avoir un pas en retrait. Donc il y aura un enjeu de repérer sur le territoire des vrais acteurs qui ont envie de développer ça. Ça veut dire que je crois que la méthode elle a un intérêt immense déjà pour les acteurs économiques de s'emparer de ces sujets-là, mais aussi pour les territoires. Et donc, il faudra repérer des gens qui auront cette volonté pour la faire vivre, justement. Et donc, pas simplement des animateurs, des techniques et des acteurs économiques, mais aussi des territoires qui ont vraiment envie de se positionner sur ces sujets-là. Voilà, c'était pas faire la conclusion, mais c'était un petit peu le ressenti que j'avais après, c'est que nous, sur l'exploitation, ça nous a apporté beaucoup, mais j'aimerais que vraiment il y ait une suite sur notre territoire avec la même ambition. Voilà. Merci Gaëtan. Je prends encore une dernière question et ensuite on passe sur la deuxième partie qui est effectivement vos témoignages où Gaëtan, vous pourrez expliquer un petit peu, présenter votre ferme et ce que vous avez pu mener. Donc Agnès Bellec, je vous laisse la parole. Oui, tout vite fait, c'est pour dire oralement ce que je viens d'écrire, c'est que autant la question du territoire effectivement est pertinente, il me semble aussi majeur dans ce cadre-là d'avoir une approche filière, c'est-à-dire un peu faisant écho aux travaux, par exemple, menés récemment par le réseau Décibam et d'autres sur l'injuste prix de l'alimentation, qui intègre des coûts sociaux, environnementaux, etc. On ne peut pas non plus éluder le fait qu'il y a une majorité d'impacts et de dettes générées qui se font à l'échelle de la filière et ça semble en plus être le seul moyen pour que les dettes, enfin, je mets des gros guillemets, voilà, générées à l'échelle des fermes puissent être correctement financées par les donneurs d'ordre et non plus par la seule puissance publique. Et donc, qui dit dette dit aussi mesures d'atténuation, d'éviction et ainsi de suite. Voilà. Tout à fait. Mais bon, j'imagine que tout le monde autour de la table est au courant de cet enjeu-là. Voilà. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Marion, j'ai vu que tu avais levé la main, mais tu l'as baissée. Et après, je passe au point suivant, d'accord? C'est en 2 mots, mais c'est quand on parle d'acteurs du territoire, on parle aussi également, là c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début des échanges, mais on parle aussi des filières parce que c'est évidemment une question aussi de débouchés, une question de marge, une question de prix minimum garanti. Donc toutes ces questions-là, elles sont évidemment prises en compte quand on parle d'acteurs du territoire, on parle également d'acteurs de la filière. Et du même genre, on cherche à creuser ces questions-là d'utilisation de la méthodologie CARE auprès des filières ou même des entreprises agroalimentaires qui viennent nous chercher pour mieux comprendre quels sont les coûts des agriculteurs sur les fermes de mise en œuvre de pratiques de préservation parce qu'eux-mêmes sont intéressés de réduire leur impact parce qu'on sait que pour une entreprise agroalimentaire, la plupart de l'impact de la hauteur de 80%, il me semble, vient de leurs fournisseurs. Et donc, c'est une vraie problématique pour certaines entreprises et elles s'en saisissent de cette manière. Donc, oui, je peux le choix. Oui, alors, 80% de l'impact venant de l'amont, je pense qu'il faut voir un peu, hein, mais j'aurais envie d'interroger ce chiffre. Et j'aurais envie d'interroger aussi la tendance actuelle à euphémiser la question des rapports de force au sein des dites filières, qui sont en fait des chaînes de valeur plus ou moins globalisées, avec des rapports de force à l'intérieur, donc qui génèrent aussi des relations spécifiques et donc des prises en compte des différents coûts spécifiques également. Voilà.
Merci. Je vous propose, parce qu'il nous reste 40 minutes, oui, vous pouvez changer vos mails dans le chat, il y a pas de souci. Il nous reste 40 minutes pour, encore 2 témoignages. Donc je laisse la parole à Gaëtan Dubreuil qui a, travaillé avec nous et qui a expérimenté, cette méthodologie, comptabilité, socio-environnementale en 2023. Donc Gaëtan, la parole est à vous. J'arrête le partage, mais c'était juste pour indiquer qu'on passait au point suivant. Oui, merci. Donc, Gaëtan Dubreuil-Jardin, je suis associé dans un GAEC à 4 associés sur la commune de Saint-Brice-en-Cogle, Maenrock. C'est à l'est de la Bretagne, c'est aux portes de la Normandie, donc dans un bassin laitier. Donc notre exploitation, elle fait 200 hectares, un peu plus, 210 hectares de terre très difficile. Alors la météo est favorable au fourrage, mais la qualité des sols et l'éclatement de notre parcellaire nous rend les choses pas toujours faciles. On est en agriculture biologique. Nous avons actuellement 170 vaches laitières et nous produisons du lait pour l'entreprise Olga Tribala, dont le siège est à Noyal, sur Vilaine, porte de Rennes. Nous sommes en bio depuis 1996 et le GAEC a évolué, passant d'une entreprise familiale de mes parents à 3 associés, puis 4. Voilà. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Ben, j'ai été interpellé par le réseau Sivam Bio, dans lequel on est impliqué. J'avais fait un peu l'impasse de beaucoup de ce genre d'initiatives par le passé, parce que parfois un petit peu blasé par des résultats ou des récupérations de certaines études ou choses qui finalement se détournaient de nos objectifs initiaux. Par contre, cette étude tout de suite m'a paru très forte parce que justement, on l'a évoqué tout de suite, hein, c'est les 2 dimensions, la dimension de l'exploitation et la dimension du territoire. Donc je remercie vraiment Michel Lemonnier qui nous l'a bien présenté au départ avec la FNQMA et j'ai trouvé que aussi ça faisait côtoyer des réseaux qui ne se côtoient pas par ailleurs. Et ça, il faut le dire, c'est qu'on se dit tous paysans ou paysannes ou agriculteurs ou agricultrices, mais on se côtoie plus. Chacun est dans son couloir et finalement, on se parle plus beaucoup. Je pense que c'est la même chose dans d'autres professions, malheureusement, ou dans d'autres associations. Voilà. Donc, elle m'a paru intéressante. Déjà pour nous, parce que moi, personnellement, ça fait déjà 25 ans que je suis paysan et je me pose beaucoup de questions. Et je me dis que ça permet de faire un point global. Et ça, cette approche globale est vraiment intéressante. Et ça me permet aussi d'être proactif un petit peu parce que je le disais tout de suite, c'est que des fois les choses nous échappent quand elles sont prises par d'autres. Et la nature n'aime pas le vide, donc là c'est un peu le moyen de donner ma petite touche et de me dire que que les objectifs soient maintenus aussi dans la restitution finale. Donc voilà pour la petite introduction. Vous m'arrêtez si Yina et si d'autres veulent que je précise des choses. C'est vrai que un très très gros travail a été fait parce que vous l'imaginez bien, notre ferme elle est très complexe. 4 associés, l'élevage, plusieurs cultures, même si c'est basé sur l'herbe. Et donc un gros coup de chapeau aussi à Judith Émiance, l'animatrice de AgroBio 35, qui est le GAB de mon département, qui a fait un énorme travail de collecte de données. Moi j'ai passé du temps, mais elle en a passé beaucoup aussi. Et c'est pour ça que le résultat est de qualité. C'est que je pense que derrière, on a suivi un peu les recommandations de Louis et des autres, mais c'est un gros travail. Et je pense que quand même, malgré tout, il faudra la simplifier, mais si on simplifie tout trop, peut-être qu'on passera à côté de l'essentiel aussi. Donc attention. Plutôt se donner les moyens quand même que de maintenir que cette méthode doit toujours être une approche globale. Donc approche globale, c'est complexe. Et ça bouge. C'est complexe et ça bouge. J'insiste aussi sur l'état initial. Je trouve que par rapport à ce que je vous ai dit tout de suite, on donne beaucoup d'injonctions, on dit on aimerait que chacun donne son avis sur tout. Moi, j'ai quand même apprécié que l'état initial des fermes soit déjà fort.
sans vouloir faire culpabiliser personne, c'est normal que quand on applique la dette à l'environnement, la dette à l'air, la dette à l'eau, c'est normal qu'il y ait une dette. Alors mes amis paysans ont été un peu chafouins de voir que leurs résultats ont dégringolé, et moi-même, mais ça doit nous interroger aussi, quoi. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce travail-là, si on ne se prend pas ça un peu dans la figure, on passera à côté de quelque chose. Donc l'état initial des graphiques et des camemberts qui ont été présentés par Louis sont assez forts. Malgré tout, il faudrait aussi les dimensionner en poids de charge. Parce que là, les camemberts sont de même taille, il faudrait qu'ils soient proportionnels à la charge mentale et à la charge financière que ça implique pour les acteurs. C'est un petit peu ce qu'il faudrait améliorer. Parce que derrière ces fermes, il y a des hommes et des femmes, et c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Donc voilà. Et sinon, derrière, que nos résultats soient déjà assez bons, ça m'a rassuré. Je me suis dit que depuis 25-30 ans, ce qu'on a mis en place au niveau de notre ferme, au niveau de nos échanges entre associés, finalement, se voit sur les graphiques. Et puis derrière, les préconisations, finalement, elles arrivent comme quelque chose qu'on a déjà en tête. Il y a 2 points qui ont été restitués à la restitution de Saint-Sauveur-des-Landes il y a une quinzaine de jours. Moi, c'était un petit peu sur le linéaire de haies qu'il faut toujours travailler. Donc là, on a la chance sur notre territoire que Henri Pierre va en parler tout de suite, mais ça fait longtemps qu'on travaille sur les haies. Maintenant, quid de comment on le fait, parce que c'est bien d'avoir des linéaires de haies, mais aujourd'hui, il n'y a plus de savoir-faire sur le territoire, il n'y a plus de temps dans les CUMA, dans les entreprises qui sont destinées à ça, puisque l'hiver, c'est les heures de récupération, et que si on veut améliorer ce point haie, il ne faut pas qu'il détériore le point humain, puisque c'est très chronophage, et la filière n'est peut-être pas organisée bois pour qu'elle soit rentable aujourd'hui et qu'elle soit facile à utiliser par les agricultrices et les agriculteurs du territoire. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point que j'avais aussi vraiment insisté, c'était que sur l'aspect économique et l'aspect GAEC, moi je dis que déjà de préserver notre aventure humaine et le GAEC, c'est déjà beau. L'améliorer, je sais pas, vu le contexte aujourd'hui très fluctuant, spéculatif, changement météo et tout. Je crois et puis les rapports humains. Je crois que notre association, si déjà elle se tient dans le temps, ce sera une grosse victoire, et que notre résultat économique, malheureusement, il est plutôt en train de se dégrader. Puisque il faut le dire quand même, malgré tous nos efforts de résilience, les petits atouts qu'on avait en défiscalisation, qui donnaient un petit peu quelques avantages aux éleveurs, ont été supprimés ces dernières années. Donc on prend de plein fouet toutes les charges fiscales et sociales, et on a du mal à les assumer aujourd'hui, puisque faut pas remettre en question, mais clairement le calcul de la MSA sur nos fermes nous est défavorable, tout comme plein d'autres choses. Donc la répartition des subventions, la répartition des aides PAC, enfin, il y a plein de choses qui font que on se remet en question, et de maintenir le cap sur notre ferme, c'est déjà et maintenir l'existant, maintenir notre revenu, c'est déjà tout un enjeu. Donc voilà, c'est les 2 points de vigilance que moi je suis prêt à continuer, et j'espère vraiment que ça va se maintenir et qu'on va trouver des acteurs autres que des acteurs de réseau, mais aussi des acteurs qui vont pouvoir s'engager avec nous, parce que je suis sûr que ce sera un rapport gagnant-gagnant, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mes confrères et consoeurs agriculteurs ne savent plus où on va. On sait plus où on va, dans le monde de l'élevage, dans le monde de l'agriculture, et ça peut redonner des choses, mais si on se rend compte à la fin que on est un petit peu tout seul à se battre vers tout ça, on va un petit peu se décourager, puis on va se recroqueviller un petit peu sur nos fermes, et en essayant individuellement de
de s'en sortir, quoi. Donc, moi, j'ai passé vraiment un bon moment au départ. C'était pas très facile intellectuellement à comprendre vers où on devait aller. Mais le fait que je me suis coltiné ça, aujourd'hui, je peux dire que euh, il y a vraiment un enjeu de territoire et ce sera les territoires qui arriveront à trouver cet équilibre entre les acteurs économiques, les acteurs associatifs et les réseaux scientifiques, les réseaux autres, euh, ça pourra apporter des belles choses. Alors moi j'ai essayé aussi on est partenaire de Terre de Source, qui est un acteur qui a essayé de valoriser nos produits agricoles dans une filière. Bon ben malheureusement là l'amont l'aval de la question tout de suite. Alors là elle est vraiment d'actualité. Hein. C'est que quand les acteurs à la production sont prêts, c'est les acteurs de consommation et de demande qui sont plus prêts et inversement, c'est que combiner amont-aval est très compliqué sur des filières qui sont organisées. Donc voilà, j'ai pas envie d'en dire plus parce que faut plutôt que je laisse la parole aux autres. Euh, Moi, ce que je souhaite, c'est que surtout on ne perde pas les enjeux du départ. Voilà. Je me permets juste de dire que sur le bilan carbone, par exemple, nous, paysannes et paysans herbagers, on s'est senti un petit peu trahis sur les résultats et comment ont été utilisés derrière euh, les choses. L'Institut de l'élevage, tout ça, moi, j'ai pas toujours compris quels étaient leurs résultats et quels étaient leurs objectifs derrière. Mais nous, les producteurs herbagers, on n'a pas forcément été bien servi dans ce genre de choses. Et on le voit aujourd'hui que le bilan carbone est utilisé à toutes les sauces et par d'autres opérateurs que nous, les paysannes et paysans. Donc voilà, c'est que les objectifs du départ soient préservés. Voilà, merci. Merci à vous. Merci pour cette présentation et de votre exploitation de votre système déjà en place. Les raisons pour lesquelles vous avez souhaité participer à ce projet, est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que certains participants ont des questions, des remarques? Alain, je vois que vous avez la main levée. Je vous Oui. laisse la parole. Oui, Allez-y. alors c'est toujours Stéphane, mais merci Ah, Lina. pardon, oui. Non, non, je t'en prie. Oui, alors merci Gaëtan, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom, pour votre témoignage. Moi, une question que je me pose effectivement dans le contexte actuel de la crise agricole. On voit que les agriculteurs font part de leur désarroi à juste titre sur un certain nombre de thématiques. Il y a d'abord un point qui a été, je crois, évoqué par Agnès tout à l'heure, qui est celui finalement du côté un peu rapport de force et scandaleux d'un certain nombre de prix qui se retrouvent en dessous des coûts de revient. Alors évidemment, si déjà on est en dessous des coûts de revient et qu'en réalité, si on voulait préserver un certain nombre de capitaux, les coûts seraient beaucoup plus importants, on voit bien le souci. Et donc, on ne peut pas presser d'un côté et de l'autre prétendre qu'on veut faire de la durabilité. On voit bien une sorte de discours contradictoire qui peut être mené par un certain nombre d'acteurs économiques, notamment de la filière de la grande distribution. Ensuite, il y a la question de la concurrence déloyale venant de l'étranger. Alors, ça pose la question effectivement de l'expérimentation à l'échelle nationale, mais aussi les problématiques en fait de généralisation à un échelon international, parce qu'on retrouve ici un peu les problématiques des accords du Mercosur. Évidemment, la comptabilité a peut-être retrouvé un petit peu ses limites. Hein. Il y a des questions qui se jouent à l'échelon international, ou en tout cas des accords. On disait tout à l'heure que l'agriculteur ne peut pas faire tout seul. Et effectivement, il est dépendant aussi d'un certain nombre de politiques publiques ou d'accords internationaux sur lesquels il n'a pas la main. Alors ensuite, on peut lui demander de préserver le capital naturel et le capital humain s'il y a une sorte de concurrence déloyale. Donc, on risque d'avoir un certain nombre de problèmes. Il y a aussi une autre question. Là, Frédéric parlait d'opérationnel, de capacité à gérer les questions de manière opérationnelle. Moi, j'étais formé aussi au contrôle de gestion. Et donc, il y a la thématique des coûts cachés qui est intéressante, hein, notamment avec la question de l'application des normes. Je crois qu'il y a eu un témoignage d'ailleurs qui est passé récemment à la télévision d'un
l'agriculteur qui expliquait qu'à partir de 21h le soir, il commençait à appliquer, à remplir l'ensemble de la paperasse qui lui est imposée. Ça joue sur la fatigue, ça joue sur les risques d'accident. On parlait de capital humain tout à l'heure. Donc cette aussi application, je ne sais pas si c'est vraiment pris en compte par la comptabilité CARES. Et donc on voit qu'il y a aussi un contexte économique international qui fait qu'à un certain moment, dans un espace où les acteurs jouent les règles du jeu, on peut se permettre de faire du développement durable, et dans un contexte effectivement où les acteurs ne jouent plus le jeu de la coopération, ça devient très difficile et un élément de blocage. Donc ma question générale serait finalement un peu pour vous tous qui avez mené cette expérimentation. On voit que par exemple le bio aujourd'hui, ça marche plus parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut intégrer ces dimensions de contexte économique, puisque bon, CARES, c'est un peu comme un papier pH, on le plonge dans une liqueur de Fehling, mais à un instant, il y a un contexte, à un autre instant, il y a un autre contexte, et finalement, c'est pas tellement la méthode en soi qui est en question, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut finalement amener les acteurs à plus de rationalité dans un contexte international qui peut lui-même potentiellement varier, et avec finalement un déficit de normalisation qui ouvre des marges d'opportunisme. Voilà. La question s'adressait à tout le monde, mais comme elle peut. Alors, il est parti, donc peut s'adresser à Gaëtan, mais ça peut s'adresser aussi. Je pense que Marion. Il revient. Marion est tout à fait apte à répondre. Oui, non, je proposais à Gaëtan, étant donné que c'était son moment, s'il avait envie de prendre la parole. Non, mais en fait, non, je préfère lancer la balle à tout le monde. Moi, vous avez compris mes propos. Nous, on a la chance, à la limite, d'agir très concrètement au quotidien. Donc, c'est déjà, je pense, un engagement fort. Derrière, effectivement, tout ce que vous dites, mais c'est pour ça qu'actuellement, cette méthode, elle faut qu'elle trouve justement sur le territoire ou sur des territoires des initiatives, parce que c'est dans ce moment-là qu'il faut résister, et peut-être que le balancier reviendra sur ces questions-là demain et on aura pris de l'avance. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait, c'est de rester proactif sur le sujet, même si aujourd'hui, on n'est pas dans la bonne équipe toujours, mais malgré tout, quand cette méthode elle est appliquée au niveau personnel et au niveau de l'exploitation, on a des marges de manœuvre qu'on peut aller quand même chercher. Et comme je vous disais, c'est préserver aussi le demain. Donc voilà. Non, la parole aux autres. Moi, je veux bien laisser la parole aux autres. Ok, ça marche. Peut-être Marion, je te fais court-circuiter un peu tout le monde, mais pour rebondir sur ce sujet. Oui, effectivement, c'est un rapprochement qu'on a fait qui est très intéressant autour aujourd'hui. Elle a rappelé tout à l'heure, Agnès, les travaux du basique et même du Secours catholique et du CIVAM sur les coûts cachés de notre alimentation. Et il me semble, si j'ai bien retenu les chiffres, qu'il y a 19 milliards d'euros de coûts cachés donc aujourd'hui liés à notre système alimentaire, avec donc une partie liée à l'utilisation des pesticides, une partie qui est liée également à notre façon de consommer des aliments qui sont transformés. Et il y a environ 40 milliards qui alimentent le système actuel qui lui-même a des coûts cachés. Donc ça fait une sacrée somme qui, nous, on aimerait retransposer un peu ces coûts-là cachés des manques de notre système alimentaire, avec ceux à engager dans le cadre de complètement remplir les actions de préservation de nos capitaux naturels et humains, et voir un peu les ordres de grandeur. C'est-à-dire que demain, s'il fallait mettre en place sur des fermes toutes les actions de préservation qu'on a aujourd'hui préconisées, combien ça coûterait,
à combien ça coûterait et combien aujourd'hui ça coûte de réparer plutôt des pots cassés. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train d'essayer de mener à travers les différentes expérimentations qu'on a eues pour justement essayer de venir alimenter les données auprès des acteurs politiques pour leur montrer qu'effectivement, il y a peut-être un vrai questionnement à faire sur notre façon de financer, de piloter notre argent public, mais aussi de voir comment, sur la sphère politique, on peut réorganiser des accords que vous avez évoqués, quoi. Super, merci Marion. Je laisse la parole à Agnès qui voulait aussi réagir sur ce sujet. Oui, je voulais bien compléter. Alors déjà sur les éléments chiffrés dont il a été fait état, donc quand on parle de 19 milliards de coûts, donc on parle de 12 milliards d'impact, on parle de mesures d'impact, hein, c'est-à-dire des impacts dont on est en train de corriger les effets. À savoir, là on parle de l'assurance de ça. Donc c'est 12 milliards d'impact santé par la correction des effets d'obésité, diabète de type 2, enfin toutes les maladies, les épidémies qu'on est en train de subir actuellement. C'est 3,4 milliards d'impact écologique, donc la réparation et on va dire concrète liée au changement, et 3,4 milliards d'impacts sociaux. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a tout l'incommensurable dont le travail ici, qui sera nourri par le travail ici, mais pas que, et le travail à déployer à l'échelle des filières chaînes de valeur. Enfin, filière, c'est un terme que j'affectionne vraiment pas parce que je le trouve très euphémisant et bon, voilà, c'est très personnel comme appréciation. Et il y a ce point-là, prendre conscience du fait qu'il y a 80% des soutiens publics qui ne sont pas adressés en termes de conditionnalité ni sociale ni environnementale, d'accord? Et que dans les soutiens publics, il y en a seulement 40%, enfin 30% qui vont à l'amont de la filière, à la production agricole, et 34% qui vont par le jeu des exonérations sociales, fiscales, etc., qui vont à la transformation. C'est-à-dire que même quand on renvoie à l'agriculteur l'image de cet être perfusé aux aides publiques, c'est quelque peu, c'est d'une injustice absolue, quoi, ne serait-ce que ça. Il faut aussi avoir conscience que c'est une étude issue de l'UE, sur 100 € d'alimentaire, sur 100 € de dépenses alimentaires en 2018, il y en a 6,9 de mémoire qui vont à la production. Il faut avoir en tête qu'il y a des surmarges qui sont pratiquées sur les produits bio ou sous signe officiel de qualité qui sont évalués en moyenne à 46% du prix. Donc, quand on parle de baisse du pouvoir d'achat, c'est à mettre en relation avec le maintien de ces surmarges aussi. Et il faut savoir, pour terminer, je ne l'ai pas tout à fait perdu de vue, mais si on prend un indice 100 en 1970, enfin là je pourrais vous projeter, depuis 1970, la part payée à la production, le prix réel payé à la production est descendu d'un index 100 à un index 55. Le prix de production sorti d'IA est descendu d'un index 90 à un index 80 et le prix réel au consommateur d'un index 100 à un index 95. Dit autrement, la part de valeur captée par les autres acteurs que la production, elle a été multipliée à la grosse pelle par 4-5. Donc, ça signifie que, en même temps, et on doit s'en réjouir aussi peut-être, mais c'est l'absence de compensation qui pose problème, le verdissement de la chaîne de valeur, pour le dire autrement, s'effectue principalement par pression sur l'amont. Donc, il est clair que ce verdissement, il est nécessaire. Tout le monde en est convaincu, j'imagine, ici autour. Mais il y a vraiment une question de répartition, en fait, de la diversité des valeurs à la fois produites et à la fois prélevées.
C'est C'est et donc avec en plus, pour terminer, des verrous liés à, c'est juste un élément, des verrous liés à la production, c'est-à-dire qu'on a actuellement plus de 50% des agriculteurs qui sont à moins de 10 ans du départ à la retraite, mais qui sont aussi un peu au milieu du gué, c'est-à-dire dans l'incapacité, pas sur des secteurs à très forte valeur ajoutée type micro-ferme, et pas sur des très très grandes fermes, donc pour lesquelles les questions de transition, elles sont centrales parce qu'il y a un verrou à l'aval. Voilà. Mais merci pour ces éléments et ces chiffres clés qui permettent aussi de prendre un peu de recul et de recontextualiser tout ça. Il y a Frédéric et Louis, et après, j'aimerais vraiment qu'on passe au témoignage d'Henri-Pierre. Donc, Frédéric, je vous laisse prendre la parole pour poser votre question. Merci beaucoup. Oui, en fait, merci pour ce débat très agréable à écouter, mais qui pose plein de questions. C'est juste une petite remarque par rapport à Stéphane, qui avait posé des questions sur comment intégrer la dimension économique internationale, si j'ai bien compris la question, dans CARE. Je dirais que là-dessus, c'est très compliqué. Je crois qu'à chaque méthode, mais je ne suis pas un spécialiste de CARE encore, mais de ce que j'ai compris, à chaque méthode, sa capacité et ses limites. Et CARE, mon avis, ne peut pas jouer dans cette cour-là parce que ça n'a pas été pensé pour ça. Elle a été pensée pour des coûts de production. Elle n'a pas été pensée pour régler les problèmes de la non-valorisation des produits sur le marché international. Et alors, je prends un exemple, la dimension pesticides, les retraits d'homologation. On voit bien qu'il y a une dimension de concurrence internationale. Les agriculteurs l'ont soulevé, l'ont mis sur la table. Et bien là, CARE aurait du mal à pouvoir mesurer la différence de concurrence liée au fait qu'un pesticide est autorisé en Espagne ou au Brésil et pas voilà. Parce qu'en fait, il faudrait recalculer un coût de production. Je ne sais pas. Là, je ne vois pas comment. Donc, j'aurais tendance à dire que CARE ne peut pas régler cette question de la concurrence des prix internationaux et de la compétitivité de l'agriculture, mais qu'elle est plutôt mobilisable sur les actifs naturels et les actifs humains non marchands, qui créent de la capitalisation pour les agriculteurs au plan environnemental. Et sur la question de la charge mentale, qui est très importante, le temps, c'est des coûts cachés. Cette charge mentale, là, il faudrait là aussi difficile à valoriser. Autant le temps, il est capable d'être calculé. En plus, c'est un coût de transaction qui est calculable. Autant la charge mentale, elle ne l'est pas. Sauf que c'est une préférence qui pourrait être révélée, une non-préférence qui pourrait être révélée en une intensité de charge mentale. Et là, il faudrait que ce soit des économistes qui disent la valeur humaine dégradée liée à des charges mentales. Ça serait un prix à mettre. Mais je ne vois pas comment on pourrait calculer un coût individuel de charge mentale, sauf de faire révéler le prix que l'agriculteur considérerait comme dégradation de sa santé. Voilà. Mais ça, je rentre trop dans la méthodologie. Mais s'il y avait, dans IDEA, par exemple, on fait révéler une qualité par l'agriculteur, une qualité de bien-être, sur une échelle de 0 à 8, mais on ne lui demande pas un prix associé, s'il n'y a pas de coût économique. Et c'est juste, voilà. Je ne sais pas si ça contribue à la discussion, mais c'était mon analyse. Mais effectivement, là, je pense qu'on rentre effectivement dans la méthodologie. Peut-être que Louis, tu voulais aussi réagir sur le même sujet, et après, vraiment, on passe à Henri-Pierre pour ne pas prendre trop de retard. Oui, je vais essayer d'être bref. En tant que garant aussi scientifique de la méthodologie, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Frédéric. En fait, CARE n'a pas pour objectif de rétablir l'ordre mondial, de rétablir les rapports de force, etc. Enfin, je pense qu'à mon avis, il faut rester modeste. L'objectif, c'est d'appliquer à la comptabilité des organisations. Après, voilà, je veux dire, les documents qui sont sortis par la FAO récemment, en 2023, qui témoignent sur le coût, alors ils appellent ça des coûts cachés, mais moi je suis vraiment, en tant qu'académique, et je pense que Frédéric et Stéphane seraient d'accord avec moi, mais coûts cachés, pour moi, c'est une exception très précise en comptabilité, en contrôle de gestion, avec laquelle je ne suis pas complètement d'accord. Pour moi, c'est plus des coûts sociétaux et des coûts sociaux. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais la FAO, depuis le sommet de l'alimentation en 97, il publie des chiffres sur les coûts sociétaux de l'alimentation. Ça fait 30 ans qu'on sait, en fait, des rapports de grandeur. C'est juste qu'ils actualisent les rapports et ils les sortent chaque année pour essayer de faire prendre conscience à des décideurs des rapports de grandeur qui, en plus,
s'accentue. Mais en fait, j'ai pas l'impression que cette approche vraiment aboutisse réellement à une prise de conscience des pays. Donc c'est pour ça que voilà, on s'en est un petit peu fâché avec ces estimations économiques et qu'on essaie de partir justement par le bas. Et alors là, on est extrêmement d'accord là-dessus. Je pense qu'à mon avis, on a tout intérêt pour essayer d'aboutir à une justice comptable, de faire en sorte que, comme dans certaines filières en agriculture qui sont structurées, je pense à l'ail, mais je pensais également à d'autres productions de culture, certaines filières ont réussi par des négociations pendant plusieurs dizaines d'années d'imposer en fait à la chaîne de valeur une comptabilité et un prix d'achat du consommateur final qui s'est imposé par le bas. C'est-à-dire qu'ils sont repartis des coûts de production des producteurs et ils ont fait en sorte que ce soit accepté tout le long de la chaîne alimentaire jusqu'à ce que ça arrive dans la poche du producteur. Ce qui fait que dans certaines productions, même si là, il correspond à 20% de la culture, elle peut correspondre à 70% du chiffre d'affaires. Et je crois vraiment, sinon je ne serais pas là ici, je crois vraiment à la capacité de CARE de parvenir à imposer à travers des éléments concrets, à travers la multiplication de ce type d'expérimentation et la diffusion de rapports, de données extra-financières, de parvenir à imposer une prise de conscience de masse sur le fait que la comptabilité doit s'imposer par le bas, donc par les premiers producteurs qui sont les premiers à construire une comptabilité de coûts de leur système de production, en intégrant la préservation des capitaux extra-financiers et en faisant en sorte que cela s'impose à l'intégralité de la chaîne de valeur. Après, je suis peut-être un petit peu utopiste, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on pourrait y arriver de cette manière. Ou en tout cas, j'ai envie de le tester. Voilà, ça va prendre plus de temps. Merci Louis pour ces précisions et clarifications. Henri-Pierre, si ça te va, on peut passer à ton témoignage. Ouais. Pas de présentation en particulier, mais voilà, juste pour indiquer qu'on est à la dernière partie de notre réunion. Donc, je te laisse te présenter. Ok, très bien. Donc, Henri-Pierre Rouault, donc je suis à Couesnon, Marche de Bretagne, donc à la communauté de communes, où Gaëtan est aussi agriculteur et aussi élu au sein de la communauté de communes. Donc, en gros, notre territoire, c'est un territoire agricole avec deux frontières, la 84, le Couesnon, deux agricultures, une en lait qui est en pleine mutation et une autre partie qui est en culture. On a des industries agroalimentaires, on a un territoire de granit, un chevelu hydraulique intense, on est un des poumons verts de Rennes, et puis l'une des particularités de notre territoire, c'est qu'on a les revenus les plus bas d'Ille-et-Vilaine. Donc voilà. Alors moi, je suis Henri-Pierre Rouault, donc je suis en charge alors maintenant, depuis la semaine dernière, je suis en charge des transitions écologiques et moi, je travaille pas mal sur la résilience du territoire et là-dedans, j'ai 4 thèmes de travail. J'ai l'alimentaire, le sanitaire, l'énergétique et l'hydraulique. Hein, d'accord, avec des actions de travail autour de la biodiversité et du carbone. On pourrait rentrer dans le détail, mais en gros, j'ai 5 gros thèmes de travail qui sont les fruitiers, l'agroécologie, la biodiversité, les espèces invasives et les espaces de nature. Donc voilà, alors, quand on m'a parlé de ce projet qui est arrivé à 4, donc ça m'a beaucoup intéressé parce que moi, je fais beaucoup de travail, j'essaie de lier vraiment l'écologie à l'économie. Et étant dans un monde agricole, c'était une opportunité de rentrer dedans. D'autant plus qu'on fait partie d'un territoire qui est très assidu à tout ce qui est recherche. Actuellement, on a plusieurs projets en cours sur le territoire. On a le projet Conserve, on a le projet Ampera, on a toute une étude qui a démarré ces jours-ci sur les sociétés, l'analyse sociétale des exploitations agricoles avec la problématique des agriculteurs isolés. Le territoire aussi a une particularité, c'est qu'autrefois, il l'est toujours, mais c'est un territoire très solidaire où les agriculteurs avaient l'habitude de travailler ensemble via la CUMA. On avait un congélateur CUMA, on avait un centre social important qui était un des premiers en milieu rural. Et l'idée de de rejoindre cette équipe de recherche, donc pour avancer sur les 3 éléments, là, c'était assez intéressant.
c'est vrai que quand on a commencé à aborder les choses, je me suis dit, oh là là, on va où là? On va aller où? Et je me suis dit, ça va planer, ça va planer. Et à un moment donné, je me dis, où est-ce qu'on va arriver? Comment on va redescendre sur Terre? J'avais peur pour les agriculteurs qui s'engageaient. Je me suis dit, oh là, tout le monde va être perdu. Et je commençais à voir les premiers tableaux et les trucs. Je me dis, mais où je vais? Voilà. Donc voilà. Donc c'était donc en gros voilà. Maintenant, avec du recul, ça permet de voir un peu où on en est. Et vraiment, lors des échanges de la dernière réunion sur le terrain à Saint-Sauveur-des-Landes, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique. Voilà, on avait une bonne approche des exploitations agricoles dans leurs trois domaines, et quand même deux approches quand même, l'approche sociétale et l'approche environnementale. Et celle-là, elle m'a interpellé. Alors moi, je travaille déjà dessus depuis un certain temps, parce que moi, je suis le développement durable. On retrouve les 3 piliers dans Care IDEA 4. On avait cette approche, et donc voilà. Donc on avait une petite idée des choses. Maintenant, oui, c'était aussi intéressant de faire le point avec les bio et les non-bio, voir s'il y avait vraiment des différences, faire cette approche. Donc voilà, c'était pas simple. Mais à un moment donné, s'est posé la question, nous, la communauté de communes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter à nos agriculteurs, et pas qu'à nos agriculteurs, parce que l'idée du projet, c'est-à-dire qu'on est sur le mode agricole, mais on peut aussi bien avoir la réflexion sur l'entreprise du territoire, sur une collectivité, mais aussi, et je le dis souvent, aux particuliers. C'est vous, particuliers, qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes résilient? Et comment on va pouvoir faire avancer le territoire? Donc ça, c'était important. Et donc voilà. Suite à la dernière, c'est vrai que le temps nous est compté là. On a fait cette approche financière, cette approche sociétale. Maintenant, alors derrière tout ça, en écoutant les agriculteurs, je me suis souvenu du travail qu'on avait fait dans le premier Bresse-Bocage, un programme de plantation européen au niveau des haies, et je me suis posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas développer un programme identique, par exemple, sur une nouvelle approche sur l'entretien, non pas sur la plantation de haies, mais sur l'entretien des haies. Et l'autre particularité, en s'appuyant sur ce qu'on avait fait, c'est-à-dire en travaillant avec une espèce de chantier d'insertion. Parce qu'en résultat, on se rend compte que les agriculteurs sont relativement isolés, et dès qu'il s'agit de travaux agroécologiques, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, la première piste de réflexion, ma première réflexion, c'est-à-dire d'engager, pourquoi pas, donc le département d'Ille-et-Vilaine est là, on va se voir d'ici peu là, c'est de réfléchir sur l'entretien des haies bocagères avec un chantier d'insertion. Et l'idée, je la mets comme ça, c'est-à-dire que on aurait un agriculteur qui aurait besoin d'un appui pour entretenir ses haies, il aurait un chantier d'insertion qui pourrait intervenir, et donc dans cette réflexion, le chantier d'insertion intervient. Il y a, comme on faisait pour Bresse-Bocage, c'est-à-dire que quand il y avait des plantations, l'agriculteur devrait préparer le matériel, fournir le matériel, et aussi fournir le repas, c'est-à-dire d'avoir un échange avec les uns et les autres. Donc ça, c'était important, de manière à avoir quelque chose, une discussion avec des fois des mondes qui ne se connaissent pas. Donc voilà, c'est aussi pour ça que la réflexion avec Virginie du département, là, on va se voir d'ici peu pour échanger là-dessus. Donc voilà. Deuxième piste de réflexion, c'est là, on a vu arriver depuis 2-3 ans des maladies dans les exploitations agricoles, la fièvre catarrhale, la MHE, la grippe aviaire, et je me suis posé la question, mais pourquoi on n'avait pas ça avant? Et est-ce qu'on n'a pas détraqué quelque chose et sur nos territoires? Et donc là, on est en train de travailler sur un pass biodiversité
pour installer des nichoirs et des refuges des nichoirs à oiseaux, des refuges à chauves-souris dans les exploitations pour lutter justement contre les moucherons ou autres. Ou encore, on est sur un énorme couloir de migration d'oiseaux, donc on peut comprendre que les maladies peuvent circuler vers les exploitations, et plutôt en travaillant sur l'implantation de haies bocagères, mais surtout de haies fruitières. Donc ça, c'est une piste de travail qui est déjà bien avancée, parce que tout ça, on l'expérimente. Je teste déjà dans les exploitations agricoles où on a tous nos bâtiments publics sont équipés de nichoirs et de tout ce que l'on veut. Et l'idée, c'est de démultiplier ces opérations sur le territoire. Par exemple, on a déjà une trentaine de nichoirs à chouette-chevêche qui sont installés dans les exploitations. La troisième piste qui pourrait être la première, c'est le rôle de la collectivité, c'est être un acteur de facilitation, de coordination dans le lien entre les administrations et les agriculteurs, les particuliers entre autres, c'est-à-dire faciliter des opérations, type par exemple les MHC, ce qu'on a fait avec Gaëtan, de développer très très vite, d'être réactif dès qu'on était en mesure de pouvoir d'avoir les informations qui arrivaient de l'Europe ou qui arrivaient de l'État, c'est de pouvoir tout de suite mettre en route le projet, le programme et voir les choses qui pourraient se faire, quoi. Donc voilà, ça vous donne une idée, des choses qui sont à piloter, quoi. 3 pistes effectivement très intéressantes entre l'entretien des haies, peut-être voire valorisation, qui sait. Je ne sais pas si c'est quelque chose de réfléchi, le pass biodiversité et votre rôle en tant que collectivité pour faciliter et accompagner les agriculteurs dans l'accès à certaines aides et subventions. Est-ce que des personnes, des participants souhaitent poser une question à Henri-Pierre sur quelque chose, une clarification, un élément? J'arrive pas à voir le commentaire dans le chat. Je vois qu'il y a un commentaire, mais j'arrive pas à le voir. Lina, rien d'important, je m'adressais à Henri-Pierre. Alors, est-ce que tu peux… je peux le partager avec tout le monde. Je disais à Henri-Pierre, à ta dispo, pour échanger sur ce projet justement d'accès sur la problématique d'entretien et de bonne gestion, que je tenais à rappeler, puisque sans bonne gestion, il n'y a pas de service écosystémique rendu par les haies. Et faire le lien avec Carab et Canopée et sa démarche là en cours. N'hésite pas, si on peut partager l'avancée respective de nos réflexions avec la démarche Carab et Canopée, qui a aussi cette entrée territoriale très forte. Et je ne dis pas que demain, ils n'iront pas jusqu'à la compta 3K. Aujourd'hui, c'est plutôt axé sur les PSE, mais le lien est très fort et il y a besoin d'aller plus loin. Voilà. Ouais, alors pour la petite info, la semaine prochaine, les gars que j'ai contactés, là, qui sont en insertion, seront en formation justement sur la bonne gestion, de la haie bocagère. Ok. Super. D'autres questions de clarification sur le témoignage ou plus globalement sur le projet? Gaëtan? Si, c'est juste parce que je vois qu'on s'approche de la fin. Dans les suites à donner, moi, je ne sous-estime pas la force de nos réseaux agricoles qui doivent s'emparer de ça. Moi, je suis dans le réseau des AFOC. L'inter-AFOC, c'est la compta-gestion, l'autonomie décisionnelle. Et je crois que cette comptabilité CARE, je l'ai présentée au réseau il y a une dizaine de jours. Et je pense que s'il y a une suite à donner, il faut qu'on trouve des partenariats entre les réseaux là. Pour qu'on reste aussi acteur. Et voilà, donc moi j'ai découvert plein de personnes que je connaissais pas il y a 2 ans, et je crois qu'il faut pas qu'on perde ça et qu'on entretienne par une suite. Voilà, tout en trouvant des acteurs autres que ceux qui se sont mis au départ, élargir le cercle. Voilà. Tout à fait. Et je veux bien là aussi être à la disposition de ceux et celles qui veulent continuer. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Gaëtan. Ce que je vous propose, parce qu'on était une trentaine de personnes à participer, 40 personnes se sont inscrites. Peut-être que pour la suite des échanges, je peux vous partager le lien, les adresses mail de chacun.
parce que là, le chat va disparaître et ne sera pas enregistré dans ce webinaire. Donc, ça pourra permettre effectivement des échanges entre chaque partenaire pour une éventuelle suite. Comme je le disais préalablement, la FNQMA ne va pas poursuivre sous ce format-là, mais probablement que, en tout cas, nous, là où on voulait avoir un impact, c'était sur la deuxième partie du projet, c'était la création de dialogues, sachant que le test de comptabilité socio-environnementale, et vous l'avez bien compris, et ça vous a été présenté pendant ce webinaire, c'est quelque chose qui a été co-construit par Ferme d'Avenir, le CERCES, la chaire. Donc la FNQMA n'a pas la prétention de dire et la paternité de cette méthodologie, mais voilà, nous on a envie si des échanges, des choses se poursuivent, de plutôt axer sur ce volet-là. Je vois qu'Agnès lève la main, donc je vous laisse la parole aussi. Oui, tout vite fait, pour avoir suivi la première formation CARE d'initiation et venir des métiers de la comptabilité et de l'audit, je suis très fan de la méthode, je n'avais pas dit quand même, donc je le dis, tant sur ses fondamentaux théoriques et la rigueur des fondamentaux théoriques et y compris en perspective critique, ce qui est pas si commun que ça, et sur la mise en œuvre. Je serais très fan qu'un projet soit déployé à l'échelle nationale, de style, voilà, comme c'est un peu dans l'air du temps saisonnier, là, dans les cases d'art des multiplications, pour enrôler les acteurs, parce que derrière, il y a quand même un enjeu très fort de coût lié à cette mise en œuvre, que ce soit à l'échelle, au niveau de la formation des acteurs concernés. J'ai personnellement renoncé à demander à mon employeur de me payer la formation. Et puis surtout lié à la mise en œuvre concrète en jour homme qui peut pas peser sur les fermes, en tout cas en l'état. Donc, voilà, c'est totalement à fond pour un déploiement, totalement disponible pour en échanger avec qui souhaite, et parce que ça ne peut que servir la mise en lumière d'un certain nombre de questions actuelles cruciales. Voilà. Tout à fait. Je sais qu'il y a en discussion, et peut-être que Michel ou Marion pourra approfondir ce sujet, ou c'est peut-être un peu, je voulais aborder le projet Compass, mais je ne sais pas si qui est un sujet de formation justement autour de la comptabilité élargie. Je ne sais pas si c'est un petit peu tôt. C'est en cours. On est du coup tout un consortium d'acteurs qui se sont soit penchés sur les expérimentations concrètement, ou qui se sont penchés sur l'accessibilité à la formation de CARE, qui se sont réunis pour pouvoir essayer de proposer justement une sorte de massification de l'emploi de la comptabilité socio-environnementale. Et donc, il y a effectivement toutes ces questions de capitalisation de nos expérimentations, des savoirs, des échanges, plus de liens entre les structures, pouvoir utiliser cette méthode et rechercher les impacts que tu viens de citer, Agnès. Voilà. Voire même légèrement financer le temps passé par les agriculteurs dans le dispositif. Ça a été le cas. Voilà. Eh bien, parfait. Je vois que les personnes commencent à partir, donc on va conclure et même arrêter l'enregistrement. Merci d'avoir participé à ce webinaire échange. Hop, j'arrête.